Les Lakers mènent déjà 1-0, j'ai envie de dire déjà, puisqu'on a assisté à un match à sens unique, enfin un match à deux temps, un match à sens unique au début pour le Heat et un match à sens unique pour les Lakers. On est tous les deux avec Erwan pour débriefer à 5h38 en direct ce premier match des finales NBA. Ça va? Pas trop fatigué? Non, plus frustré que fatigué, honnêtement. On avait beaucoup d'attentes autour de cette finale. On était impatients pour voir. On espérait vraiment un gros match. Bon, il y a deux gros matchs, il n'y a pas eu. Moi, j'ai surtout hâte. On va évidemment débriefer ça. Il y a pas mal de choses quand même à dire. Mais j'ai déjà hâte, d'ores et déjà, d'être à vendredi soir pour assister à un vrai match de finale. Tant là, vraiment, on n'a pas vu un match de finale NBA, quoi. On est très déçus et très frustrés. Et on voit dans le chat que vous aussi, vous êtes très déçus et très frustrés. Sur Twitter, on a pu suivre un peu tout le monde. Et c'est vrai que quand il y avait 30 points d'écart au moment 85-55, on se disait mais c'est pas pour ça qu'on a signé. Et Miami fait son pire match de ses playoffs. Et de loin, c'est dommage, ça arrive au pire des moments. Il y a plein de blessures. Et puis, ils n'ont jamais déroulé le basket qu'ils ont eu l'habitude de dérouler pendant ces playoffs-là. Et c'est ça la frustration. Nous, on est là pour voir des matchs serrés et on n'a pas eu de match serré. La frustration, moi, elle est surtout que j'ai pas assisté à un match équilibré. J'ai vu une énorme équipe des Lakers. Le fameux rouleau compresseur. Voilà, qui a mis un petit peu de temps à rentrer dans son match. Mais alors, une fois qu'ils sont rentrés dans son match, j'ai vu une énorme équipe vraiment des deux côtés du terrain qui s'est d'abord mis dans le match défensivement. Et derrière, ben voilà, enfin, j'ai vu une équipe qui était incapable de répondre défensivement et offensivement. Donc voilà, frustré pour ça, mais j'ai trouvé les Lakers un petit peu à l'image du match 6 face aux Nuggets, en mode rouleau compresseur. La réalité aussi d'une série de playoffs, c'est que tu peux perdre de 30 points le premier match et gagner le deuxième. À la fin, t'es à un partout. Vaut mieux perdre une fois de 40 que 4 fois de 1 point. Tout à fait. 116-98 donc pour les Lakers, c'est le score final entre ces deux équipes. On va commencer par le début et par le choix de Dwight Howard d'être confirmé dans le 5 majeur. C'est exactement ce qu'on disait dans la preview de lundi. Et ben Dwight Howard, il fait quand même une entame de match catastrophique, j'ai envie de te dire. C'est un bon match, finalement. Ça va, finalement. Mais à l'image de son équipe, il fait une entame un peu cata. Il est joué sur les pick and roll, notamment de Jimmy Butler. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon défensivement. Il n'est pas dans cette dissuasion-là. Adebayo est vite à 6 points. Adebayo est vite à 6 points. Donc c'est vrai qu'il ne fait pas lui non plus une entame de match, mais honnêtement, sur la durée. Bon, alors Adebayo se blesse. Mais on a vu qu'avant qu'Adebayo se blesse, il était aussi dans le dur. Dans le deuxième quart-temps, c'était mieux, quoi. Voilà, quand Bam a été aussi un petit peu dans le dur, c'est parce qu'il y a un vrai travail de sap qui s'installe autour de Dwight Howard. Alors, ça, c'est pas vu sur les premières minutes, mais honnêtement, sur la durée du match, même avant que Bam se blesse, il y a un vrai travail de sap qui s'opère sur Bam Adebayo, et c'est en grande partie grâce à Dwight Howard. Ce qui est drôle, c'est qu'on va dire là pendant une demi-heure que les Lakers ont été le rouleau compresseur incroyable, sauf que le début du match, c'est tout l'inverse. C'est que dans l'intensité, les Lakers se font bouffer. Défensivement, ils ne tiennent pas un duel. Et on se retrouve très rapidement avec un vrai écart pour le Heat, un 23-10 après 2 temps morts de Frank Vogel. Et là, on se dit, mais attends, il y a une des deux équipes qui est venue pour jouer au basket et essayer d'être un peu incisif. Et de l'autre équipe, de l'autre côté, on retrouve les Lakers avec 4 pertes de balles, dont une de LeBron vraiment qui va directement dans les tribunes. Et on se dit peut-être qu'eux aussi, ils arrivent avec, en tout cas pas avec la forme qu'ils devraient avoir pour une finale NBA. Deux choses vraiment qui rentrent en compte, c'est l'attitude de LeBron. Défensivement, au début du match, il n'y est pas du tout. Ouais. Vraiment. Et ensuite, son attitude change. Donc déjà, les Lakers déjà changent d'attitude. Et la rentrée de Rajon Rondo, qui va... LeBron sort à la rentrée de Rajon Rondo, à 5 minutes de la fin du premier quart-temps. Et alors, c'est vrai que chronologiquement, c'est la rentrée de Rajon Rondo, le retour de LeBron un peu plus tard, parce que c'est le premier à sortir, c'est vrai, sur le premier temps mort, alors qu'ils sont quand même à moins 13. Et là, pareil, on panique pas côté Frank Vogel. Rondo remet de l'ordre un petit peu là-dedans. LeBron revient et défensivement, il s'y met aussi. Et là, tout le monde va s'y mettre. Et à partir de ce moment-là, ça va devenir injouable pour attaquer chez le Heat. Une sacrée boucherie. J'ai noté 2-3 trucs, puisque tu l'as dit, il y avait donc 23-10 plus 13 pour cette équipe du Heat. Avec, donc, 6 minutes de jeu plus 13. Exactement. 4 pertes de balles pour les Lakers, de la course et de l'adresse pour Jay Crowder notamment, qui fait un très bon début de match. Et puis en fait, il y a un premier temps mort de Frank Vogel. Au début, il y a eu une multitude de temps morts. On a cru qu'on allait péter les plombs dans le premier quart-temps, c'était insupportable. Frank Vogel prend un premier temps mort, ça change rien. Un deuxième temps mort avec l'entrée de Kyle Kuzma et de Rajon Rondo à la place de Danny Green Dwight Howard et Danny Green, je crois. Kyle Kuzma aussi rentre, un truc comme ça. Et KCP, en fait, va mettre un premier tir sur une passe de Kyle Kuzma, qui a donc fait 2 passes décisives dans ce match-là, et un deuxième tir à 3 points de KCP. Et finalement, grâce à KCP, il y a une espèce de
de changement de momentum, alors qu'Anthony Davis va commencer à ultra dominer la raquette des deux côtés du terrain. Et en fait, le fameux rouleau compresseur des Lakers va s'installer physiquement surtout. Ouais, mais c'est ça, on a senti vraiment une équipe. Moi, j'ai eu l'impression à un moment de dire que Miami, j'avais l'impression de voir une équipe d'enfants face à une équipe d'adultes. J'ai vraiment vu, encore une fois, mais moi, c'est un petit peu la continuité de ce que font les Lakers sur les 2 derniers matchs, notamment face aux Nuggets, d'avoir cette impression d'être beaucoup plus fort que son adversaire. Et ce soir, ça s'est encore plus vu que sur les 2 derniers matchs face aux Nuggets. Mais là, j'ai l'impression d'avoir une équipe vraiment où on se dit waouh, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ces mecs-là? Parce que tu as 2 stars vraiment qui surdominent, t'as les seconds couteaux qui sont très bons. Caruso encore très propre, Rondo très très propre, Kuzma pas mal. Voilà, enfin il n'y a pas grand monde à jeter côté Lakers, quoi. Donc maintenant, je pense qu'il va falloir peut-être côté Miami essayer de les contrarier un petit peu différemment. Certes, c'est un cauchemar le match ce soir pour Miami avec des blessures, mais les 2 blessures de Dragic et de Bam Adebayo ne peuvent pas expliquer cette déroute. À elle seule. Parmi les grandes questions qu'on s'est posées, c'était comment défendre sur Anthony Davis. On a vu ce soir que Miami, en tout cas sur ce match-là, n'a pas du tout les armes pour défendre sur Anthony Davis. Au début du match, Jay Crowder, qui était vraiment vis-à-vis sur Anthony Davis, pendant que Bam était sur Dwight Howard, Bam gagnait son duel et Anthony Davis a commencé à clairement dominer, même en passant en 5 derrière, il a continué, enfin, il a commencé à avoir beaucoup de dunks dans la raquette. On se souvient de cette petite passe de Kyle Kuzma sur une pénétration et un gros dunk, des rebonds offensifs. Il finit à 34 points, c'est évidemment le MVP de cette nuit, il a été hyper dominant et on a quand même de grosses inquiétudes pour la suite, pour le Heat, parce qu'ils n'ont pas de solution à envoyer sur Anthony Davis. Là où j'ai été très surpris, puisqu'on a quand même loué à juste titre les qualités de Spoelstra et de son coaching staff tout au long de ces playoffs pour la stratégie, la finesse de comment ils préparaient les matchs sur leur match-up. J'ai pas compris aujourd'hui ce qu'ils ont fait sur. J'ai pas vu de choix clair. Il y a eu quelques prises à deux. Il y a eu des prises à deux sur lui et LeBron. Quelques petites prises à deux légères. J'ai pas non plus vu des décrochages francs pour dire on prend des options. J'ai pas vu d'options franches. J'ai dit ok, on envoie des mecs en bugne à bugne. Ok, et on va voir. Ben il a vu. Et puis au bout d'un moment, ben, t'es à -30 et le match est plié. Donc je suis un petit peu surpris de ça aussi qu'il n'y ait pas eu des options claires, au moins sur l'un des deux. Je pensais que sur LeBron, où ils ont peut-être un petit peu plus de viande à envoyer, à se relayer. Eh ben, j'ai pas bien compris non plus les changements où LeBron prenait c'est même pas des écrans. Polo, ça faisait rager Polo, il avait raison. Les mecs se croisaient, il n'y avait pas d'écran, ça changeait. Et il s'est retrouvé à jouer Tyler Hero et Duncan Robinson. Beaucoup trop facile. Enfin, je suis surpris un petit peu qu'il n'ait pas prévu de plan défensif un peu plus, je sais pas. Voilà, j'ai l'impression qu'ils se sont simplement dit voilà. Tenons le duel, tu sais, ce genre de consigne de coach de merde un peu. Ils ont essayé de faire un peu de zone qui a été défoncée par 2 choses. Les pénétrations, ils n'ont pas beaucoup insisté non plus. Les pénétrations des Lakers et une adresse extraordinaire. Donc les Lakers finissent la première mi-temps à 11 sur 17 à 3 points. 11 tirs à 3 points marqués pour les Lakers. C'est un record de franchise égalé en play-off. Donc c'est bien la preuve que cette équipe était prête à jouer, malgré le début de match, on l'a dit, entaché par 13 points d'écart quand même pour le Heat. Derrière, quand ils se sont mis en route, Danny Green a mis dedans, KCP a mis dedans, Rajon Rondo a mis un tir, LeBron a mis un tir au début. Et c'est vrai que si les Lakers sont très forts à l'intérieur, ça on le sait, mais en plus ils ajoutent de l'adresse à 3 points, effectivement, ils sont injouables et on se retrouve avec un delta de 30 points entre le 23-10 après 6 minutes et à la mi-temps, ils sont à 68-45. De toute façon, il y a eu 68-45. Il y a eu 32 points d'écart, je crois, au maximum, un truc comme ça. Et ils ont mené 13 points. Je te laisse faire le différentiel. Il y a plus de 40 points. Il y a plus de 40 pions. En finale NBA, tu n'as pas le droit, honnêtement, peu importe les conditions, ce qui se passe sur le terrain, tu ne peux pas prendre un 40 points d'écart comme ça sur 2 quarts-temps et demi. Parce que ça allait très vite. Hein. Plus 13 au moins 30, c'est allé trop vite pour nos amis de Miami. Pour la plupart, à part Iguodala, ils prenaient aussi la température, ils découvraient ce qu'était une finale NBA. Voilà, messieurs, vous avez découvert ce qu'est une finale NBA face à des mecs plus expérimentés. Voilà, il y a un match qui est bien, c'est qu'il y a un match de rapidement. Mais là, honnêtement, on attend clairement autre chose du 8. Hein. On attend autre chose du 8, mais là, je pense que sur le premier, même si sur ce premier match, on doit évidemment mettre en avant les lacunes, j'ai quand même l'impression que c'est vraiment les Lakers qui sont allés le chercher. Ah oui. Tu vois, on dit qu'il y a un écart entre les 2 équipes. Moi, je pensais pas qu'il y avait, en tout cas sur ce premier match, hein, vraiment, il n'y a pas de conclusion active, mais je pensais pas qu'il y avait autant d'écart entre les 2 équipes. À un moment donné, dans le 3e quart-temps, le nombre de rebonds offensifs de Dwight Howard et Anthony Davis, tu ne peux pas jouer contre cette équipe en jouant petit.
C'est une réalité, tu peux pas être qu'avec des extérieurs et peut-être un pivot qui va essayer de les tenir. Tu peux pas jouer comme ça. Mais c'est ce qu'il en sort. On les a vus quand même souffrir terriblement quand il y avait Howard, Magui n'a pas joué, hein, Howard et Davis sur le terrain. Sur le troisième quart-temps, on les a vus en grande souffrance. Et on s'est dit, ben là, oui, effectivement, on a fait ce constat-là de se dire, ben non, en fait, alors tu peux pas tout renier, on en reparlera tout à l'heure dans les ajustements, ce que tu es, mais à un moment donné, tu es obligé aussi de... Quand des adversaires ont des forces comme ça, aussi fort, j'ai envie de te dire. aussi perceptibles, enfin des forces aussi reconnues, tu ne peux que t'adapter. Tu ne peux que t'adapter. Là, tu es trop dominé sur ce secteur-là, pardon, pour ne pas t'adapter. À voir maintenant ce qui va se passer au match 2, mais on le savait un peu que sur la taille, ils allaient morfler. On l'a très vite senti. J'ai l'impression que j'ai trouvé que même Eric Spoelstra a beaucoup subi aussi. Alors certes, on n'a pas retrouvé le jeu d'attaque du 8, hein, clairement. 8, mais en même temps, quel crédit incroyable de Duncan Robinson. 0 points. De mémoire, je le vois prendre 2 tirs à 3 points sur le match. 3 tirs en tout, 27 minutes. Ils ont été forts ils ont sorti les mecs des écrans. Tu sais très bien que moi j'adore ça. C'est-à-dire qu'ils ont tout anticipé. Je pense qu'ils ont fait énormément de vidéos. Les mecs sur les mains à main, les pick and roll ou les écrans à l'opposé. Hop, je te contacte en premier, je te sors de l'écran. Donc ils étaient tout le temps overplay. Et du coup, on n'a pas retrouvé ce rythme qu'ils avaient en attaque, ce rythme infernal sur lequel les Bucks et les Celtics se sont cassés les dents. On peut rajouter les Pacers au premier tour. Là, clairement, ils n'arrivaient pas à faire 3 passes d'affilée. Il y avait plus ce jeu de flasher au cercle, de trouver des choses au large. Ils ont été coupés de partout. Ils se sont fait casser la gueule. Et physiquement, chaque fois, les Lakers ont fait un pas de plus pour... C'est moi qui réduis la distance en premier. C'est moi qui impose un combat physique sur tous les postes. Et ils ont clairement gagné à ce jeu-là pour l'instant. Quelques stats pour aller dans ton sens. On est en train de voir justement, regarder 45% au tir pour les Lakers, qui est bien 42 pour le Heat. Il n'y a pas eu trop de ballons perdus dans ce match-là, à part au début. Alors 4 pour les Lakers, ils finissent à 12. C'est qu'ils ont réussi à conserver le ballon et à en prendre soin. Pas mal de passes décisives des deux côtés, 26 et 23. Et parmi les stats très importantes, le Heat a pris 36 rebonds dans ce match. Les Lakers, pendant ce temps-là, en ont pris 54. Donc la domination, elle était visuelle, aucun doute. Mais alors dans les chiffres, elle est encore plus parlante. 46 points dans la raquette marquée par le Heat, 38 seulement par les Lakers. Et pourtant, tu as eu cette sensation que physiquement, le Heat n'était pas prêt. On va en parler dans quelques minutes par rapport aux ajustements. Et ce qu'on aimerait voir, on a vu Kelly Olynyk enfin jouer, puisque la première rotation de Bam Adebayo, parce qu'il prend 2 fautes dans le premier quart-temps, c'est Solomon Hill. Alors ça, c'était... Même s'il a joué un peu dans ce run de playoff, il n'empêche on ne peut pas imaginer, quand il y a Anthony Davis d'un côté, que le plus grand, ce soit Iguodala ou Solomon Hill. Enfin, sinon, il y a un truc qui ne peut pas fonctionner. Ils ont beaucoup trop souffert là-dessus. Ça a été vraiment un désossage, quoi. Pour moi, c'est la première chose à dire dans ce match-là. C'est qu'il y avait des grands et des petits, quoi. On avait l'impression de voir un tour de Coupe de France quand une équipe de Pro A jouait une équipe de N2. Tu vois, c'est vraiment là. Moi, je me suis dit, waouh, mais c'est pas possible de se faire démolir à ce point-là. Maintenant, voilà, il y a 15-0, ils le savent, mais en tout cas, ils doivent s'ajuster là-dessus, quitte à aller à 5 au rebond, faire des écrans de retard, prendre plus de fautes, durcir, je sais pas, jouer plus grand. On verra tout à l'heure, moi, comment l'adaptation que j'imagine. Mais ce qui est sûr, c'est que sur cet aspect-là du jeu archi important qu'est le rebond, tu peux pas laisser Anthony Davis se balader comme il l'a fait. Je regarde quelques commentaires en même temps. Super, merci Polo, tu nous affiches tout ça. Il y a Jepar 1223 qui nous dit la zone ne marchera pas avec des joueurs comme Davis et LeBron qui, à 3 points et à l'intérieur, arrivent à dominer. Intéressant ce commentaire parce que oui, alors la zone, moi j'aurais aimé te dire oui, tu as raison. Ils l'ont pas. En fait, ils n'avaient pas les armes physiques, même j'ai l'impression, ils n'avaient pas l'intensité pour mettre en place un truc. Cette zone-là, ils l'ont pas fait beaucoup, très peu. Ils l'ont fait à un moment donné. On a fait tiens, ils sont passés en zone. Et puis derrière, on se dit, tiens, en fait, ils sont passés en zone. Donc moi, de mémoire, je vois 3-4 défenses de zone, pas plus sur le match. Où ils sont fait ouvrir par LeBron notamment. Ils sont fait ouvrir. Avec des lay-ups. Ils ont quand même une certaine certitude sur cette zone. Peut-être que quand tu grailles comme ça, en homme à homme, tu as le droit aussi de te donner un petit peu plus de temps, de peut-être laisser la zone s'installer et d'essayer de faire douter les Lakers. Parce qu'on a vu que sur homme à homme, ils se faisaient détruire. Donc là, c'est pareil, c'est une arme qu'ils peuvent avoir. Alors certes, peut-être sur les 2 premières attaques, elle n'a pas marché, mais peut-être que là-dessus, il faut peut-être un peu creuser un peu plus. Il y a un copain qui dit un vrai truc, c'est qu'il y a cette action qui est un peu symbolique de tout ça, c'est que sur l'une des premières zones où ils défendent mal,
Danny Green se retrouve tout seul à 45, sur le elbow, il envoie une filoche et ça coupe un peu l'air sous le pied de la zone. Comme tu dis, ils défendent mal. Donc, plus, Ils une erreur, défendent mal, c'est hein. Iguodala, je crois, qui s'oublie. C'est Jimmy Butler qui met du temps. Jimmy Butler, exactement. Jay C'est Jimmy Crowder Butler remonte. Jay Crowder qui vient, ouais. qui lâche la balle, Butler met du temps. Bon, c'est une vraie erreur un peu de base hein, sur l'attaque de zone, avec le mec à l'opposé qui vient combler le temps que le mec en haut vienne. Lui, chaque fois, et normalement, c'est même presque Jimmy Butler qui doit venir chasser presque Jay Crowder, si on reprend l'école de basket. Bon, c'est une erreur. En plus, c'est une erreur, on l'a comprise, on sait d'où elle vient. Et tout de suite, t'arrêtes la zone. Normalement, non. C'était un très mauvais jour aussi. C'est aussi au coaching, pour chacun. Finalement, c'est un match cauchemar. Il n'y a que Jimmy Butler, tu vois, quand là, on va faire les tops et les flops. Parmi les flops, en fait, on met absolument toute l'équipe du Heat, mais on peut rajouter le coaching staff et les choix faits dans ce début de match. Alors, la vérité d'un match, c'est évidemment pas celle d'un autre, mais là, j'ai eu l'impression qu'ils étaient tous en dedans, malgré une avance de 13 points au bout de 6 minutes. C'est ça qui est dingue. Ça, c'est assez incroyable. Maintenant, tu parlais, les flops, on peut mettre les choix qui ont été faits. Moi, je dis surtout les non-choix. J'ai pas vu d'option sur LeBron James. J'ai pas vu d'option sur Anthony Davis. Et alors, tu sais que ces deux mecs-là vont te massacrer. Tu sais que le danger va venir de ces mecs-là. Que un te tue, ok, mais il faut que l'autre, on arrive à le réduire. Tu vois, les deux ne peuvent pas briller aussi facilement qu'ils l'ont fait ce soir, sans qu'on voit une option. Après, si les mecs, on sait que les mecs sont très forts. Oui, si, sur la 45. Mais au moins, on dit, on tente ça. Ouais. Et si on perd avec ce choix-là. Là, moi, ce soir, j'ai pas vu de choix. J'ai juste vu 5 mecs qui sont rentrés. Tu sais, comme on fait un peu... moi, je prends lui, moi, je prends le 15. Hop. Chacun a pris son joueur. Et chacun a perdu son match-up. Mais il n'y a pas eu de choix collectif. Et ça me surprend de la part d'Eric Spoelstra. Qui est un très fort coach défensif. Spo joue à quoi? À un moment, il y avait Derrick Jones Jr. sur LeBron. Il a essayé Derrick Jones Jr. aussi dès le début. Alors, effectivement, Derrick Jones Jr. a joué la fin du match. Il a pris des drives fous par LeBron, qui a joué pas mal en post-up et qui était assez agressif comme ça. Et de toute manière... Lay-up, LeBron. Il y a trop de lay-up. Mais ça, on le disait déjà contre Denver. Tu peux pas laisser autant de lay-up à ce mec-là. Soit il te bat parce qu'il est dans un bon jour dans l'adresse, mais au bout d'un moment, il faut venir sabrer. Il faut venir sabrer à plusieurs. Finale 2013, alors même si c'est LeBron qui les gagne, ou finale 2014, regardez ce que les Spurs autorisent à LeBron il aura des lay-ups. Sur des lay-ups. Mais en fait, plus le match avance, moins il doit en avoir. Donc, et honnêtement, je vous invite vraiment, nos amis du 8, à aller voir ces finales-là, ces deux finales face aux Spurs, pour voir ce que les Spurs et Popovich autorisent à LeBron en termes de pénétration. C'est vrai. Il peut pas prendre des lignes de fond faciles, donner le milieu comme ça. C'est trop facile. Sinon. Il y a Jacob Haynes qui dit ce dont tu as un peu parlé tout à l'heure, beaucoup trop de séquences où ça finit en switch, LeBron défendu par Robinson et Herro. Alors ça fait partie des... On ne comprend pas ça. On parle de non-choix. Donc là maintenant, on dit vraiment, quand tu joues avec Herro, Dragic ou Robinson, chaque fois qu'il y en a au moins 2 sur le terrain, on change sur tous les écrans. Pas sur LeBron. C'est une vraie consigne, ça. Quand t'as Crowder sur le terrain, Iguodala, Butler, on change quand même. Surtout que c'est des switches, tu sais, c'est pas genre le défenseur, enfin l'attaquant qui est sur Robinson ou sur Herro, qui vient poser un écran pour le jouer. C'est vraiment... on le voit tout le temps en ce moment, mais je pose un écran pour provoquer un switch, mais switch facile. Derrière, LeBron, mais il s'en régale. Il est là, il a 2 mètres de ligne à 3 points. Il fait, bon, attends, je vais t'attaquer. Hein. Et puis facile, hein. Je vais faire une feinte, tac, je vais passer mon speed move, il y aura une passe D ou un lay-up ou une faute, et puis je vais le répéter. On a vu avec LeBron sur Jamal Murray qu'ils sont capables, les gars, de garder un minimum, en tout cas en strict, leur vis-à-vis. Moi, je ne comprends pas pourquoi Iguodala ou Crowder ou n'importe qui d'autre, ou même Butler, ne se retrouve pas, quoi qu'il arrive, devant LeBron. Ouais. Et si une fois il arrive à passer en vitesse, il y aura de l'aide. Au moins, il y a une défense collective intéressante. Mais tu ne peux pas jouer comme ça. Ce changement systématique sur des faux écrans qui sont même pas portés, je ne comprends pas. Ouais. Mais les spécialistes du poste en défensivement sur LeBron, s'il y a un pick and roll, le mec, le défenseur du picker fait un peu de contrôle. Peut-être pas un step back, mais fais un peu de contrôle le temps que le défenseur LeBron récupère. Mais au moins, t'essayes. Et si t'es battu 3 fois de suite, on en parle. On réadapte. Mais là, c'est changement automatique pour se retrouver avec Duncan Robinson. Alors, on aime beaucoup Duncan Robinson, mais là, quand même, défensivement, pour défendre sur LeBron James, c'est ridicule, quoi. Comment t'as trouvé LeBron ce soir? Facile. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il a dû s'employer? Non. Je l'ai trouvé très facile, pas du tout mis en difficulté. D'ailleurs, il commence le match, il défend pas une cacahuète. Ah ouais, c'est clair. Jimmy Butler sur un jeu sans ballon, vient dans le corner, il shoot. L'autre, LeBron l'a complètement oublié.
Et après, gentiment, il s'est mis en rythme. Il met une énorme première filoche. Et après, il s'est mis en confiance sur des choses à lui, de la passe et surtout des lay-ups et en allant chercher des match-ups favorables. Est-ce qu'on n'a quand même pas l'impression qu'il joue 36 minutes, il doit jouer 6 minutes de moins, non? Alors, Ils sont à plus 30, on a plus été 20. surpris, ça marche pour Butler qu'est-ce aussi, qu'il que le match est plié. Alors qu'il a une entorse. Alors qu'il s'est fait une entorse. Et il y a Dragic qui est déjà out et Bam déjà Donc, out. il faut lancer. Et pareil, il remet LeBron et AD. Il y a AD, alors que le match est plié. Pour AD, moi, je comprends pas trop. Parce qu'en plus, il touche plus la balle. Pour LeBron Donc, James, après, je sais que les Américains réfléchissent vite et je me dis, attention, l'autre, il est à 35, mais il a déjà marqué des points pour la course au MVP. C'est l'année 2020, c'est Kobe, LeBron dans la legacy, il faut peut-être qu'il soit MVP des finales. Peut-être qu'il le laisse plus. Moi, pour moi, il est sur le terrain parce qu'il cherche le triple-double. Parce que sportivement, honnêtement, quand le match est plié comme ça, je ne vois aucun intérêt. En face, c'est Solomon Hill. Kendrick Nunn. Il y a un 5 du 8 qui n'a ni queue ni tête. Et tu continues à mettre LeBron. Pour moi, je ne vois aucune logique sportive. Donc voilà, la seule réponse que je peux avoir, mais je peux me tromper, c'est de me dire il faut qu'il ait un triple-double parce qu'au moment où il va falloir filer le titre de MVP, ça va faire tâche si c'est Anthony Davis qui est à la place de LeBron. Vaut mieux qu'il sorte du premier match à 25, 13 et 9 comme ça, plutôt qu'à 21, 11 et 7. Quoi. Sachant qu'il a fait 7 passes décisives très très rapidement dans le match. Mais bon, il fait un très gros match. Pour nous, le MVP, Anthony Davis, parce qu'il a dominé tout du long, mais les deux étaient tranquillement à leur niveau, sans problème. Hein. Quand il y a l'écart, là, quand l'écart se creuse milieu de premier quart-temps et jusqu'à la mi-temps, c'est Anthony Davis. On voit que lui. On voit que lui, absolument. Pour un mec qui tournait à 42 minutes, quand même, 36, c'est tranquille. Tu as entièrement raison, mais il aurait peut-être pu jouer un peu moins, parce qu'une série, c'est long. Enfin, en tout cas, nous, on souhaite qu'il y ait une série un peu plus longue. On va aller sur les tops et les flops. Voici les tops qu'on vous propose, et puis ça nous permettra de parler des flops un peu plus en détail de chaque joueur du côté du Heat. Anthony Davis, évidemment. LeBron James, évidemment. Et l'adresse, on l'a dit, donc 11 sur 17 à la fin de la première mi-temps. Bravo à Tom, hein, le graphiste, pour ce petit... pour la cible. Ah ouais, drôle de fantaisie. Bravo pour la cible, mon cher Tom. Il finit ce match-là, les Lakers, à 3 points, à 15 sur 38, presque 40% au tir, donc 11 sur 17. Ils ont bien vendangé, surtout notre ami Danny Green, hein, en deuxième mi-temps. Mais les Lakers, par cette adresse, ont montré qu'ils étaient très concentrés et très focus sur leur objectif. Après, c'est un peu un secret de polichinelle. Tu sais que quand au basket, tu mets dedans, et qui plus est les Lakers, t'es très fort. Et là, c'est vrai que les deux paniers à 3 points de KCP, le premier 3 points, c'est Anthony Davis qui le met, mais après, ils sont un petit peu struggle. Et les 2-3 points de KCP, là, boum, ils ouvrent quelque chose. Caruso en met dans le corner. Très bien. À la fin de la première mi-temps, ouais. Et puis ensuite, ils ont un vrai passage. Rondo en met. Et puis derrière, c'est rouleau compresseur. Et dès que les lieutenants sont à droit, ça fait beaucoup. Là, ça fait beaucoup. Après, moi, j'aurais rajouté vraiment la défense. Parce qu'on a tellement parlé de ce jeu d'attaque de Miami qui était un enfer à défendre. Le problème, c'est que quand les mecs bougent dans tous les sens, faut les contacter. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Honnêtement, c'est compliqué. On pourrait peut-être faire une palette la prochaine fois, mais parce que c'est très compliqué, surtout qu'on fait du live. Mais si tu vois chaque fois que les Duncan Robinson, Tyler Hero, off the ball, quand ils veulent aller jouer des mains à main et tout, comme ils sont tout le temps contactés, les mecs les sortent et tu peux pas aller aux mains à main. Ils se sont fait rentrer dans la gueule et ça, c'est un énorme travail défensif parce que des mecs qui courent de partout, c'est toujours très compliqué. Et loin du ballon, ils ont tout le temps mis les réductions de distance qu'il fallait et les bumps. Et ça a changé pas mal de choses dans le jeu de Miami. De toute façon, la meilleure image, c'est évidemment Duncan Robinson qui finit à 0.0 sur 3 au tir. Et en fait, dans le premier quart-temps, il est chassé contre Boston. En général, Duncan Robinson est chassé par son défenseur. Mais on n'a pas vu, par exemple, l'enchaînement de main à main avec Bam Adebayo. Parfois, ça leur arrive de faire un main à main, feinte, deuxième main à main, feinte, troisième main à main. Et on enchaîne, ça arrive. Là, on n'a jamais senti l'attaque du Heat se mettre en place. Et Duncan Robinson a eu pas mal de situations où il a bien senti les coups quand le hit allait bien sur des je sors de l'écran, je saute, mais j'ai vu la petite passe pour Bam Adebayo ou Iguodala, hop, qui va kick derrière pour Jake Crowder qui a été plutôt adroit, mais on l'a vu au début et derrière ils n'ont jamais réussi à le refaire. Tyler Hero a morflé. Mais à morfler, alors heureusement qu'à la fin, il y a le garbage time pour marquer quelques paniers. Il a changé, regarde, il a mis la défense avec un stop, bravo, tu as bien raison. Mais Tyler Hero a morflé physiquement dans ce match-là. La preuve, c'est qu'en 22 minutes... Robinson et Tyler Hero. En 22 minutes avant de revenir à la fin du match, il est à moins 39 de plus-minus. Donc le moment, sur le temps de jeu qu'il a, il a encaissé près de 40 points pour les Lakers.
de différence. Ouais, c'est une stat incroyable, hallucinante. Et moi, une stat que j'aime bien, c'est les 3 shoots seulement pris de Ils l'ont même pas obligé à prendre. Ils l'ont même pas obligé à prendre des tirs rapides. Il a même pas pu prendre. Il y a un grand tir moment ouvert, il rate aussi. Mais parce que ça fait 20 minutes qu'il peut pas Il a tirer. les mains froides. Mais ils ont fait en sorte que Duncan Robinson ne puisse même pas shooter. On sait que même sur des tirs difficiles, il est capable de le mettre. Et s'il a mis un 1-2 après la série, il a même pas réussi. Alors c'est vrai que même si au début, il est plutôt juste dans le jeu de passe. Ouais. Mais gros, moi, Duncan Robinson, tous les jours, je le laisse être juste dans le jeu de passe. Bah oui, c'est Tant clair. que tu shootes pas 3 points, moi, ça me va. Et Bah là, oui, c'est clair. ils l'ont même pas laissé armer son tir. Ce qui montre bien que la défense des Lakers est montée vraiment d'un cran et que physiquement, le hit n'a pas pu répondre à ça. Ils ont eu un vrai déclic, de toute façon, après le deuxième temps mort de Frank Vogel. On a senti l'intensité complètement changer côté Lakers. On va aller sur les flops et on va retrouver du Miami Heat plus que du Lakers, puisque côté Lakers, tout le monde a été plutôt bon et a déroulé. En revanche, côté Miami, c'était plus compliqué. Et ben voilà, tout simplement, c'est le grand flop de ce match, c'est le collectif, parce qu'il y a tellement de choses qui n'ont pas marché, et le score en atteste, qui n'ont pas marché du côté du Heat, que c'est difficile de cibler un seul mec. On va en parler un peu un par un. J'ai envie de commencer par Bam Adebayo. On a l'impression qu'il est tout seul, en fait, dans sa raquette. Alors, il fait une super entame. Et du coup, on se dit, ça va être intéressant, vraiment, il va leur causer des problèmes. Et puis après, très vite, ben oui, il est tout seul. Il est tout seul dans le combat, dans la lutte avec les grands. Et Dieu sait qu'en face, il y en a. On le dit, on le répète, en face, il y a des grands. Et dans cette lutte-là, avec Dwight Howard, avec Anthony Davis, avec LeBron, il est un peu seul dans cette lutte de batailleur au rebond. Alors contre Miami, contre Boston, on savait que il y a Daniel Theis qui est un vaillant, mais bon, c'est quand même un mec plus fort et plus costaud. Et là, en face, il y a du matos, il y a de la viande, il y a du talent. Et lui, il est tout seul un petit peu là-dedans. Et on l'a senti un peu, un petit peu orphelin au milieu de cette raquette-là. Et ça doit pousser Eric Spoelstra à réfléchir sur la suite, en tout cas. Bam Adebayo, on voit ses stats, 21 minutes, 8 points. Rater des tirs à lui, rater des lancers. 4 rebonds, des petits tirs là, dans l'entre-deux, en fadeaway, qu'il aime bien. Ça a été compliqué. Pas de passe décisive aussi, c'est important. Dans le jeu du Heat, s'il n'est pas à 4, 5, 6 pas décisives, c'est un peu compliqué. Je vois dans les commentaires, vous êtes en train de nous dire que Dragic est donc out, déchiré au pied. Une catastrophe donc pour le Heat. D'ailleurs, on se posait la question, est-ce qu'il n'était pas blessé déjà avant le match, parce que son entame de match ne lui ressemblait pas à Goran Dragic. Finalement, il s'arrête en cours de match, et donc apparemment, donc c'est Shams qui confirme tout ça. Il a sa voûte plantaire qui est cassée. Déchirure, donc a priori, on le reverra pas, ou alors ce serait complètement fou. Il va être réévalué. Il doit être réévalué. Mais alors, dans les commentaires, tout le monde disait que c'était fini. Déchirure la voûte plantaire. Tu reviens pas dans 2 jours, quoi. Vaut mieux pouvoir marcher pour jouer au basket. Après, alors, sans Goran Dragic, de mémoire, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais... Donc, on disait Bam Adebayo sort, il a un problème à l'épaule. Butler se fait une très belle entorse. C'est un soldat, il revient, il est à 2 doigts de s'en refaire une deuxième grosse. On ne sait pas ce qu'il fout sur le terrain à 6 minutes alors qu'il y a 20 points d'écart. Mais bon, ils ont évité le pire. À voir demain matin comment il se sent. Et s'ils font pas une petite IRM, je sais comment il va se sentir. Il va se sentir, il aura un peu mal. Il faudra mettre de la baume du tigre pour vendredi pour se chauffer. Et donc Dragic est out. C'est quand même de très mauvaises nouvelles pour le Heat. C'est une soirée cauchemardesque pour le Heat, on va pas se mentir, sportivement parlant, parce qu'ils se sont fait marcher dessus. Et puis au niveau de l'infirmerie, donc il y a potentiellement 3 mecs qui est important. Adebayo, Dragic, Butler, on peut dire que c'est les 3 meilleurs joueurs de ton équipe. Ouais. Donc potentiellement, les trois sont blessés. Ou en tout cas pas à 100%. Voilà, en tout cas pas à 100%. Je pense que Pat Riley a connu une meilleure soirée. Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est vrai que si Dragic ne peut plus jouer, ils sont dans la merde, mais si en plus les autres ne sont pas à 100%, ceux qui sentaient le sweep, on s'y dirige un peu tout droit. Un petit mot sur Iguodala, 25 minutes, il est à moins 25 de plus-minus lui aussi. C'est incroyable, moins 25 pour Iguodala, j'ai même pas voulu tirer dessus, mais c'est juste la stat qui est incroyable. Crowder est à 12 points pour moins 21 de plus-minus. En fait, les seuls qui ont un plus-minus positif, c'est Kendrick Nunn qui est venu nulle part avec... tu sais, quand t'as pas joué du match, t'as le sub, on te met à la fin, il a été suragressif. Il a pas joué des playoffs, lui. En plus, il met 18 points dans ce match-là, sans dire que c'est parfait. En attendant, il a montré des coronesses. Et donc, Kelly Olynyk est rentré tard dans le match. Et toi, tu avais envie de le voir sur ce match-là, sur un match, et finalement, il rentre dans le garbage time. Alors attention, au Kelly Olynyk. T'avais envie de le voir? Mais j'ai toujours envie de le voir. Là, il n'a pas été très bon. Il prend des tirs très compliqués. Le match est plié. Bon, moi, je me souviens quand même de ce joueur depuis le début de sa carrière. C'est un bon joueur de basket. J'avais pas spécialement compris ce qui s'était passé, pourquoi il l'avait benché comme ça aussi radicalement face aux Celtics. Maintenant, ça avait marché.
Maintenant, je pense qu'un mec comme Kendrick Nunn sort qu'à la dalle, qui met des points comme ça, un Kelly Olynyk qui, je pense, qui est un vrai soldat, qui peut apporter des choses, parce qu'en plus, c'est un peu un filou, qui peut mettre des coups, qui peut être au large, qui peut causer des problèmes, qui est plutôt un rebondeur correct. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir qu'Eric Spoelstra puisse jongler avec tout son banc. Lui qui avait réduit les rotations terriblement sur la fin de série face aux Celtics. Là, je pense qu'il va devoir peut-être un petit peu aller piocher des forces ailleurs sur son banc. Bon, ça nous amène à cette question, donc, qu'on se posera à la fin de chaque match. Le Heat, donc, s'est pris une tollée, même si finalement ça se finit à moins 18, ils auraient pu finir à moins 40, c'était pareil. Mon Dieu, j'y ai cru. Hein. Si tu es Eric Spoelstra, qu'est-ce que tu changes vendredi soir? Moi, je crois que la première des choses, c'est qu'il va falloir jouer grand. Alors attention, c'est pas parce que tu perds un match assez lourdement qu'il faut renier tout ce que tu es, tout ce que tu as construit, tout ce que tu as été. Le Heat est une équipe qui joue bien. Qui t'a amené là, surtout. Qui t'a amené là. Le Heat est une équipe qui joue très bien au basket, qui se passe la balle, qui a un jeu sans ballon. Je pense qu'ils vont quelque part, ceux qui ont découvert ce niveau-là, ce soir, vont aussi, eux, step up. Donc déjà, il y aura une attitude qui va changer. J'en suis persuadé. Il n'empêche que je suis persuadé qu'il va falloir qu'il joue plus grand. Je te dis pas de mettre Olynyk dans le 5 tout de suite, de tout changer. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut remettre Kelly Olynyk dans le coup parce que, mine de rien, c'est un mec à 2-10. C'est un mec qui prend des rebonds, qui court, qui est un peu basket. En plus, c'est plutôt un bon passeur. Donc voilà, je pense qu'il... Et voire même peut-être envoyer du Myers Leonard pour envoyer du bois. Vraiment, peut-être même envoyer... Mais il va falloir quelque part, sur des séquences, être capable de rivaliser avec la taille et moins souffrir comme ce rebond. Pour moi, c'est la première des choses. Je suis entièrement d'accord avec toi. De toute façon, contre les Lakers, t'as pas le choix. Tu veux pas jouer grand, tu vas te faire défoncer. On l'a vu contre les Rockets. C'est impossible de ne pas jouer grand contre eux. Après, tu vois, tu dis de pas le mettre dans le 5. Non, mais j'ai dit peut-être pas. Ouais, mais le truc, c'est que les rotations de Frank Vogel, elles sont... c'est comme sur Touquet, hein. Elles sont comme ça, linéaires. Tu sais que le premier qui va sortir, ça va être LeBron, et qui va rentrer 3 minutes plus tard pour finir le quart-temps avec Anthony Davis en 5. Tu le sais. Mais ça veut dire que dans ton 5 majeur, donc tes débuts de mi-temps, t'as toujours 2 tours dans la raquette. Et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir, pourquoi pas, 2 autres tours dans la raquette. Donc pourquoi pas introniser Kelly Olynyk dans le 5 majeur, ce serait... très osé de voir un truc comme ça, mais en tout cas, ce serait une réponse à une énorme faiblesse de ton équipe. En tout cas, les finales commencent, c'est le premier match. Il vaut mieux s'adapter après le premier match qu'après le 5e. Hein, Ouais. Ou peut-être Après le 5e, oui. serait déjà fini. Donc clair. aujourd'hui, clairement, je pense que quand tu sors de ce match-là, tu dis OK, ils jouent grand. Et on s'est fait casser la gueule. Mais les Lakers eux-mêmes s'étaient adaptés. Quand tu joues sur des équipes, sur des secteurs de jeu où tu es dominé, et les Lakers face aux Rockets, par exemple. Ils ont dit, Jamal Magui était notre titulaire de toute la saison. Voilà. Jamal Magui, Dwight Howard font du bon taf. On les bench, on va jouer petit, on va s'adapter à cette équipe particulière. Bon, mais voilà, ça a marché. Je crois qu'aussi s'adapter, même si tu as des certitudes dans ton jeu, donc c'est un peu un savant mélange. Faut pas non plus tomber, faut pas chier sur tout ce qu'on construit le Heat, surtout pas parce que je reste persuadé que c'est une équipe qui va revenir plus forte et dans laquelle on va retrouver son basket. Il n'empêche que sur cet aspect-là du jeu, mon gars, au rebond, et face à ces grands-là, Anthony Davis ne peut pas se balader comme ça toutes les finales. C'est pas possible. Imaginez que Crowder puisse défendre sur Eddy, c'est chelou quand même. Oui, moi je partage ton avis. C'était ambitieux. Je partage ton avis. Autre changement, puisque Dragic ne devrait pas jouer le match 2, qui est-ce que tu mets dans le 5 à sa place? Moi, je laisse. Ils ont commencé avec Taylor Hero dans la deuxième mi-temps. Moi, je laisse Tyler Hero en sortie de banc, en 6e homme. Ça ferait peut-être beaucoup pour lui. On l'a vu ce soir quand même. Il a eu du mal quand même à. Et puis c'est à dire que t'as quand même les deux sur le terrain. Ouais, t'as Tyler Hero et. Donc, moi, je laisse Tyler Robinson. Hero en sortie de banc parce qu'on a vu que ce soir le banc du Heat est catastrophique et Tyler Hero qui sauve les meubles, mais malgré Sur la fin du match. Sur la fin du match, mais qui est pas bon du tout. Donc je pense que lui va revenir fort aussi. Mais quand même, je mets Kendrick Nunn. On se souvient qu'Kendrick Nunn a été le titulaire toute la saison. Alors, oui. Après, l'éclosion de Tyler Hero a fait en sorte que... Et Dragic, il fallait mettre un tonton quand même dans le 5. Ouais. Mais quelque part, moi, là, aujourd'hui, je relance Kendrick Nunn qui a fait le maille toute la saison régulière, et qui est d'ailleurs dans le meilleur 5 rookie de l'année, donc, et qui a montré ce soir qu'il était prêt à jouer. En tout cas, tu lui refais confiance, au vu des 18 points du dernier quart-temps, au moins qu'il ait sa chance. Après, peut-être qu'il va se cracher complet. Moi aussi, j'irai dans ton sens. Dites-nous dans les commentaires si vous aussi, Kendrick Nunn sera votre titulaire pour Miami vendredi soir. Est-ce que tu as d'autres ajustements? Il y a d'autres choses sur lesquelles tu veux aller? J'ai envie de voir des choix clairs. Défensifs. Moi, je crois qu'il devrait essayer... Quand il fait zone, fais zone. Fais zone 3-4 minutes. Après, si tu te fais exploser au bout de 2 minutes, OK. Mais fais cette zone-là, mets-la vraiment en place. Regarde, vois, fais-les réagir. Déjà, pour moi, c'est la première des choses, parce que c'est quelque chose qu'il maîtrise. Donc déjà, on l'a pas assez vu pour moi, cette zone-là. Ensuite, je veux voir des choix clairs sur les deux stars.
Qu'est-ce qu'on fait sur LeBron? Qu'est-ce qu'on fait sur Anthony Davis? Et pour commencer avec LeBron, je ne veux plus voir de changement où LeBron se retrouve en un claquement de doigts, en bugne à bugne avec Duncan Robinson ou Tyler Hero. Ça ne doit pas exister. Ça doit pas C'est-à-dire que exister. si un des deux se retrouve dessus, c'est parce que vraiment il y a eu un de l'aide, un changement. Il y a eu 5 ou 6 Voilà. passes sur l'attaque, et au bout des 5 secondes, ok. Mais là, sur un arrivé, je passe la médiane, je demande un faux pic, je suis bugne à bugne avec Duncan Robinson, ça ne doit pas exister. Donc aujourd'hui, on le répète, Butler, Iguodala, Crowder, on peut Derek Jones Jr., pourquoi pas. Ou pas. Hein. Non, mais pourquoi pas. Il est pas. un peu léger hein, quand même. Il est un peu mais léger, vraiment, mais en tout cas, c'est un conseil, il est un peu léger. T'as 3 mecs qui peuvent vraiment s'y coller. Et là-dessus, il faut faire un choix sur LeBron, mais il ne peut pas aussi facilement changer. Et ensuite, pareil sur Anthony Davis. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va le trapper parce qu'il a été très fort aujourd'hui? Est-ce qu'on va le chercher quand il est sur les face-up? Est-ce qu'on va le trapper pour qu'il puisse reculer, mettre à contribution son jeu de passe, l'obliger à être bon dans la passe? Voilà, ne pas laisser ces mecs-là dans le confort. Et ce soir, moi, c'est ce qui m'a un peu gêné. Ils ont été trop forts, mais on sait que les forts joueurs sont forts, donc ne pas les mettre dans ces facilités-là. Je crois que tu as raison sur jouer grand, tu as raison aussi sur avoir des choix défensifs clairs. Et il y a un dernier truc, c'est que tu dois offrir une opposition mentale et physique d'une autre dimension, d'une dimension de finale NBA. Et surtout quand tu as une équipe aussi forte sur les dimensions physiques, tu es obligé d'envoyer. J'ai eu l'impression qu'au début du match, c'est ce qu'ils ont voulu faire et ça a marché. Et les Lakers, dès qu'ils ont cliqué comme ça, il n'y avait plus personne en face. Donc ils ont les joueurs pour, clairement, des mecs d'expérience, des gars durs. Mais il va falloir que ça se voit maintenant. Il va falloir que LeBron, il ne soit pas tout le temps layup. Il faut l'envoyer sur la ligne. Vaut mieux que LeBron ait 20 lancers francs à tirer qu'il ait 10 layups à marquer, parce qu'il est tellement fort là-dessus. Et en ça, Kelly Olynyk est bon. Kelly Olynyk, entre autres, mais il faut que ce soit un état d'esprit. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui doit faire des fautes, c'est que tu veux marquer un layup, ça va être dur. On va essayer de te contrer, on va t'accrocher le bras. À un moment, il y a eu un mini bif où on a de Crowder et ils se sont regardés, mais il faut aller là-dedans. Il faut aller l'embêter. Il faut pas l'énerver, mais il faut l'embêter. Il faut un peu, ouais, mais t'as tout dit là-dessus. Il faut un peu pourrir le match aussi. Là, aujourd'hui, le Heat est clairement dominé. Voilà, ils sont pas favoris. On va pas se mentir. Après, ils l'étaient pas avant le match. Ils le sont encore moins après ce match-là. Mais faut essayer de pourrir un peu gentiment. Attention, mais ça fait partie du jeu, hein, de pourrir un peu le match, de casser un peu le rythme. Là, aujourd'hui, pour moi, les Lakers, ça a été trop facile pour eux. Alors certes, le sort s'est un peu acharné. Clairement. Le sort s'est un peu acharné sur le Heat avec des blessures. On va être attentif à voir notamment Adebayo et la cheville de Butler. Je suis un peu plus sceptique pour Dragic, mais il va falloir durcir et mentalement leur montrer que on n'est pas juste content d'être là. Ouais. Et ça va être très intéressant de voir le match 2, parce que je pense que si le match 2, tu reprends pilule, là, je pense que c'est terminé. Je pense que c'est pas encore le moment de parler de sweep. On en reparlera. Je te pose même pas la question et je vois beaucoup de commentaires qui disent sweep. Il y a encore 3 matchs à gagner, 3 matchs au moins à jouer pour les Lakers. Il faut évidemment qu'ils soient au maximum de leur effectif, parce que sinon, si les 3 là ils peuvent pas jouer, là il y aura un sweep. Ce sera un Lakers Nets 2002 où Mutombo il se faisait dunker dessus pendant toute la série et il pouvait rien dire, le pauvre. Avec Todd McCulloch. Todd McCulloch, alors lui c'était encore pire parce que Kobe et Shaq lui dunkaient dessus. Philadelphie, Todd McCulloch ou c'était. Non, c'était avec. Non, je crois qu'il était avec les Nets. Il a joué aux deux, il a joué à Philadelphie. Comme Mutombo d'ailleurs, qui a joué les 2 finales coup sur coup. Il y a aussi Aaron Rodgers, non, qui se faisait. Non, comment il s'appelle Aaron. Espèce de Blake Griffin. Oui, exactement. Beaucoup moins fort. Comment ça, Aaron quelque chose je sais plus si vous l'avez dans les commentaires. Aaron Brooks, non. Mais un Blake Griffin nul. Mais un Blake Griffin nul. Blake Griffin est quand même un super joueur. Aaron. Je sais plus. Pas Rodgers, autre chose. Je sais plus si vous l'avez, n'hésitez pas à nous le dire. Aaron Williams. Bien vu, Snow Mamba 73. Bravo les mecs, vous Aaron Williams, qui lui aussi se faisait dunker dessus. Sale. Bref, les Lakers ont gagné en tout cas ce premier match. 116-98, une énorme pilule pour un match qu'on attendait tous. L'avantage, c'est que dans cette bulle, ça va très très vite. Et que là, on est jeudi matin pour les plus fous. On est mercredi soir pour ceux qui viennent de se lever, parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver au taf. Et que pour eux, c'est le matin. Et que nous, on va pouvoir aller se coucher. Eh bien, dès demain soir, nous aurons la chance d'observer ce match 2, d'être comme toujours dès minuit en direct pour faire la preview du match 2 avec les meilleures cotes. D'ailleurs, ta cote d'Anthony Davis à plus de 33 est meilleure
de plus de 30 points et meilleur marqueur du match sont passés en toute tranquillité. Très bien. Tu as voulu jouer le hit, je vais pas en parler, c'était pas la meilleure idée pas du plus mal monde. que tu n'en parles pas. C'était pas J'ai la été meilleure aussi idée. inspiré qu'Eric Spoelstra ce soir. Et Kyle Kuzma a fait 2 passes décisives, et dont une Dont très belle. Une vraie belle passe décisive. Une vraie belle passe D. Bravo Kyle. Bravo Kyle. C'est vraiment mon joueur préféré. Ouais, c'est clair. Le match sera encore une fois à 3h du mat et on sera exactement à la même heure pour débriefer ce match tout de suite sur Twitch. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. On va essayer de ne pas spoiler comme la petite notif qu'on vient de mettre. On a été très sobre. On a mis Lakers Heat débrief game 1. Là, je peux pas faire mieux. Hein. J'ai donné tout ce que j'ai mis. J'ai mis 2 ballons de basket quand même pour savoir qu'on parlait de NBA. Voilà. Merci à Tom, merci à Polo en régie. Il y a Vincenzo qui nous regarde. Ah bah Vincenzo, alors là, on t'embrasse. Les vieux de la vieille sont là, ceux qui Toujours. aiment le basket depuis toujours. Toujours. On l'embrasse. Absolument. Merci Erwan. Merci à toi. Bonne Tom. nuit. Enfin, bonne nuit. Bonne nuit, voilà, vite rentrer. En plus, je dois faire de l'essence avant d'entrer. J'ai bien le seum. Hein. Je m'étonne. Je le dis tout de suite. Il manque Ça, plus qu'un c'est- peu de pluie et t'es parfait. Ça, là. c'est le genre d'ambiance qui me vénère de ouf. Tu m'étonnes. Salut à tous. Et puis à demain soir. Donc, on vous embrasse. Bonne journée ou bonne nuit pour ceux qui vont se coucher maintenant. Ciao. Ciao l'équipe.